Julien Watrin, on vient d'assister à un entraînement de l'extérieur. Vous avez l'air plutôt en forme. Oui, sur ce type d'entraînement, je sais me donner quasiment à fond en fait. Donc c'est tout ce qui est technique, à vitesse, à travail sur les, je sais faire presque comme avant, donc j'en profite. C'est assez agréable et je mets plus de temps pour récupérer. Là demain, ça doit être mollo, mais sur ça, ouais, c'est proche. Le sport, c'est le fil conducteur de votre vie. Ça a été aussi le fil rouge de votre traitement, de la période que vous venez de traverser. Le sport a gardé une place prépondérante dans votre vie pendant cette période un peu compliquée. Oui, c'est clair, c'est un truc qui a toujours été central et qui, en plus, bon, dans le cas de suivi de chimiothérapie, il recommande assez fort de garder une activité physique. Et moi, j'avais la chance de pouvoir commencer mon traitement en état presque de surconditionnement. J'étais dans ma préparation pour les Jeux Olympiques et donc, même en étant fortement diminué, j'ai gardé pas mal de capacités. Et dont pas mal de capacités au niveau sprint, technique, etc. Et c'est des entraînements qui me font beaucoup de bien mentalement. Et donc ça, on a gardé un peu pendant le traitement. Pas forcément dans le but de préparer quelque chose après, mais plus de me faire du bien mentalement, de garder contact aussi avec mes coachs, avec d'autres athlètes. Et voilà, m'aider à supporter ces moments plus difficiles et puis à me sentir mieux dans ma peau. On imagine qu'il y a des moments où vous avez été affecté par les traitements, diminué, et qu'il y a dû y avoir une certaine forme de frustration parce que vous connaissez votre niveau, vous savez de quoi vous êtes capable, et que ce traitement vous empêchait de prester à votre meilleur niveau. On imagine que ça, c'est un côté qui est un petit peu frustrant par moment. Oui, c'est clair. Là, il y a clairement des hauts et des bas au niveau du mental pendant cette période, même si je suis quelqu'un qui anticipe, qui essaye vraiment de pas parfois avoir des espoirs trop élevés pour vraiment essayer de rester rationnel et de vraiment... mais même ça, on a beau faire, on a des moments où on est très mal ou quand le corps va pas bien, c'est dur de se sentir bien. On sent que son corps, qu'on récupère pas bien, qu'on a du mal à respirer. Et donc voilà, maintenant, disons que c'est pas du tout les mêmes circonstances que lorsqu'on est blessé. Par exemple, si on se fait une grosse blessure d'ischio ou quoi, où là on n'est pas bien, mais on s'en veut aussi, et on a toujours l'objectif en vue, l'objectif sportif. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, quand je parle de frustration, c'est pas le même genre de frustration. Voilà, je suis plus, je veux dire, j'ai renoncé très tôt aux Jeux Olympiques. Voilà, j'ai annoncé que c'était pour l'après, c'est très flou, et donc c'était pas par rapport à ça que j'étais frustré. C'est difficile à expliquer. C'est plus le mélange d'incertitudes dans le traitement. On ne sait pas ce qui nous arrive. Parfois, on pense que ça va bien, puis ça va moins bien. Et puis on se bat pendant les 3 semaines de cycle pour aller mieux sur la fin. Et ça, moi, j'avais la chance d'assez bien récupérer. Mais après, on se retrouve à l'hôpital et c'est retour à la case départ. Donc ça, même si on s'y attend, qu'on sait comment ça se passe, c'est très dur mentalement. Il y a du doute qui s'installe. Il y a eu du doute par moment. Oui, c'est clair. Il y a toujours du doute. Parce qu'on a pendant l'entraînement, il y a plein de symptômes, d'effets secondaires où on ne sait pas trop si c'est normal ou pas. Voilà, commencer à avoir mal aux poumons, comme des brûlures, on se dit tiens, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'en fait je suis en train de développer une fibrose pulmonaire ou un problème irréversible. Donc il y a toujours ce genre de choses. J'ai une nuit que j'ai fini aux urgences une fois parce que j'ai eu de la fièvre, je ne savais pas d'où ça venait. Alors après, au bout d'un moment, quand on avance dans le traitement, on commence un peu à anticiper, à voir un peu des patterns qui se répètent. Mais ça amène du doute. C'est un peu en fait, lorsqu'on est très malade, qu'on a la grippe, qu'on va super mal, on n'a pas l'impression qu'on va être à nouveau capable de courir tellement qu'on est mal. Et donc c'est un peu de ça.
juste que c'est sur le long terme. On est mal, on est des fois un peu moins mal, mais longtemps. C'est plein de symptômes un peu. Donc oui, ça use. Ça use. Mais maintenant, il y a des moments où ça va mieux, ou des petits moments d'éclaircie où là, je suis à l'entraînement et je me rends compte que je suis capable de faire plein de choses et où je me sens bien. Et, voilà, c'est des hauts et des bas. On en est où au moment où on se parle? Vous êtes dans une période où les choses vont mieux et sont en train de se régler, entre guillemets? Oui, mais là, on a la grosse différence, c'est qu'on fixe entre guillemets des objectifs sur un ou deux, 3 mois au niveau des entraînements. Donc, donc là, pendant le traitement, en fait, simplement, j'essayais d'utiliser ce que j'avais pas perdu et de fonctionnaliser les mouvements et faire des trucs assez juste pour voilà, accompagner. Tandis que là, maintenant, on est en train de bâtir un peu. Donc, c'est pas du tout la même approche à l'entraînement. Et on a déjà une ou l'autre compétition fixée. On se dit, tiens, voilà, ça sera possible, on va avancer. Si c'est pas possible, c'est pas grave, on avance vers ça. Et donc, je suis dans cette situation-là où il y a des choses qui s'améliorent. Là, plus je m'éloigne du traitement, mieux ça va. Par exemple, mes entraînements sur l'air, ça va mieux, je m'améliore techniquement. Au niveau de ma capacité pulmonaire, là, ça stagne. C'est toujours la même chose. Donc là, je dois vraiment, c'est une de mes principales limites. Si je fais des entraînements qui demandent un peu plus au niveau cardiovasculaire, là je peux avoir des douleurs thoraciques ou des difficultés de respirer, des moins bonnes capacités pulmonaires sur quelques jours. Donc ça, il faut faire attention. Et c'est un peu le risque quand on fixe des objectifs. Là, on a l'impression que c'est fini et c'est là qu'on y va un peu trop fort. Et ça m'est arrivé quelques fois. Je me suis dit, là, j'étais un peu trop loin. Et là, les quelques jours suivants, il faut adapter. Ça veut dire que le traitement en tant que tel est terminé et que vous êtes en rémission, pour utiliser le terme adéquat? Oui. Oui, voilà. Alors maintenant, ça dépend, c'est pas la même chose en fonction des types de cancers, mais dans mon cas, il y a peu de chances, de risques que je doive refaire un traitement de chimiothérapie, en tout cas dans l'année. Si jamais ça se passait mal, ce serait une opération chirurgicale. Donc c'est ça qui me pend un peu au nez. Et on verra, allez, dans 5 semaines, j'aurai déjà en fait un examen médical pour voir si ça va ou pas. Maintenant, ça c'est complètement hors de mon contrôle. Ça change en rien ce qu'on fait à l'entraînement. Et donc, je n'y pense pas trop. Et forcément, quand on arrive quelques jours avant ce moment-là, je me sens moins bien et c'est pas un moment facile. Mais ça ne m'empêche pas ici à retrouver un peu voilà, viser un peu plus loin, avoir un horizon, préparer des entraînements, préparer mes cours aussi, mes examens universitaires. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant à chaque examen qui est programmé, potentiellement il pourrait y avoir une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'on a ce sentiment permanent qui accompagne? Oui, un peu quand même, parce que en fait, ce qui se passe dans mon corps, j'en sais rien. Je ne sais pas, peut-être que là, maintenant, j'ai des cellules cancéreuses qui se développent, et ça, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas un examen. Je sais juste, voilà, je peux juste avoir des probabilités, plus ou moins. Et là encore, qu'après chaque examen, voilà, il y a moins de chances, moins de risques que ça rechute. Mais c'est un truc qu'on apprend à faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Ça, pour avoir rencontré pas mal de cancéreuses, voilà, ça fait partie de la condition. Ça n'empêche pas de mener sa vie. Alors moi, j'ai la chance aussi d'être peu invalidé entre guillemets par rapport à bien d'autres personnes. Et donc ça change pas tant que ça pour le moment. Mes activités en fait normales. Qu'est-ce qui vous a permis de rester debout comme ça, de tenir et de garder votre sourire et l'optimisme? Il y a beaucoup de choses, hein. Je suis bien encadré, même au niveau médical. J'ai eu des réponses à mes questions. J'ai eu beaucoup de témoignages qui me permettaient de saisir un peu ce qui m'arrivait. J'ai beaucoup de conseils pratiques. Ça, c'est un truc hyper important. Des témoignages pratiques des personnes qui sont passées par là, qui nous permettent d'anticiper, de comprendre, de donner vraiment des conseils très très concrets. Ça m'a beaucoup aidé.
Le fait de vivre dans un environnement serein aussi, où je savais me reposer, souffler, et voilà, avoir de quoi aussi supporter, même au niveau médical, médicamenteux, savoir m'aider dans mes nausées, savoir comment ça marche. Donc il y a ça, plus évidemment le fait d'avoir aussi d'autres activités qui sont... Parce qu'il y a des périodes où voilà, je rentrais de l'hôpital, j'étais presque incapable d'aller m'entraîner, où je faisais des petits trucs, mais j'étais malade, ça allait pas bien. Et donc dans ces périodes-là, j'ai écouté pas mal de musique par exemple, ça m'a beaucoup aidé. Parce que ça, c'était quelque chose que je savais en tirer d'avoir des émotions, et donc j'ai avancé un peu dans mes découvertes musicales à ce moment-là, parce que j'étais pas capable de lire non plus des textes compliqués. C'est aussi, on pense voilà, on va faire moins de sport, mais on peut peut-être avancer dans les cours ou lire des... Mais en fait non, parce qu'on a la capacité d'attention qui est réduite, et ça, je pense, c'est un truc qui m'a foutu un coup au moral, parce que je pensais que j'allais pouvoir compenser avec d'autres activités, aller avancer dans mes cours, lire des livres, même lire des BD, mais en fait quand on est l'esprit nuageux, on ne sait pas, on sait plus, et quand on a des livres que j'aime bien et que je vois que je ne suis pas capable de vraiment plonger dedans, mais ça m'a vraiment frustré, donc ça, j'ai eu vraiment des moments où c'était plus difficile pour ça. Mais voilà, pour revenir sur les questions, le fait de varier, de pouvoir répondre de plein de manières différentes, de savoir, voilà, très tôt le matin, je suis capable de lire un peu, j'avance là-dedans, je peux écouter de la musique, et puis un jour sur la semaine, je vois Bernard, on va faire des haies, je suis content de le voir, il fait un long déplacement pour venir, on s'amuse bien, on rigole, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, pendant toute cette période, vous avez par moments un peu perdu espoir, ou est-ce que vous n'avez jamais été dans cet état d'esprit-là? Non, pas vraiment perdu espoir, parce que j'ai pas eu... Il y a des petits moments dépressifs, évidemment. Quand par exemple on fait des insomnies, presque des nuits blanches pendant plusieurs nuits, il y a un moment on est dans un état où quand on a des neuropathies, les doigts qui picotent, ça constamment, les oreilles qui se bougent, ça joue sur ça. Alors à aucun moment je perds espoir, mais il y a des moments où vraiment on en a marre, quoi. Mais on s'accroche parce qu'on n'a pas le choix. J'ai vu plein de gens dans le service oncologie être dans des situations vraiment pires que moi, et tout le monde, en fait, il y a une sorte de... Tout le monde s'accroche, quoi. Quand on est dedans, en fait, on n'a pas le choix, quoi. C'est comme si on avait la tête sous l'eau, qu'on essaye de respirer. En fait, juste on se concentre sur le moment présent, on avance, on se projette pas trop loin, mais et donc non, il n'y a aucun moment où j'ai vraiment baissé les bras, et voilà. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui aidaient, hein. Le fait que je savais récupérer. Voilà, je savais qu'après 10 jours, il y avait vraiment une amélioration de ma condition. Je commençais à mieux dormir, je commençais à avoir le coup de barre fin de journée qui arrivait un peu plus tard, et on le ressent vraiment chaque jour, et disons que je pouvais m'accrocher sur ça. Est-ce qu'on peut retirer du positif d'une période compliquée comme celle-là? Et si oui, qu'est-ce que ça vous apporte de positif à vous dans la découverte de certaines facettes de votre personnalité, ou dans l'empathie des gens qu'il y a pu y avoir autour de vous? Vous dites, si j'avais pas vécu ça, j'aurais peut-être pas vécu des émotions que je ne connaissais pas. Donc je m'étais déjà intéressé, parce que c'est des questions qui m'intéressent du point de vue que ce soit philosophique ou sociologique, le handicap, en gros, la maladie, etc. Alors maintenant, quand on le vit, ça donne aussi matière concrète, réflexion. Alors j'aime pas trop dire que ça a été une opportunité qui m'a grandi, parce que ça reste vraiment un truc, si j'avais pu choisir avant, j'aurais choisi que ça ne m'arrive pas et que ça n'arrive à personne. Mais c'est une étape de vie importante qui
qui m'a changé, ouais, qui change mon regard sur certaines choses, qui change, voilà, j'ai commencé à lire certaines choses en lien aussi, j'ai rencontré des gens aussi qui ont eu comme moi, qui étaient dans le service oncologie, j'ai gardé contact, et donc voilà, ça c'est des choses qui font que c'est pas pareil qu'avant. Voilà, c'est difficile à dire, je vais juste me limiter à dire que ça m'a changé. Voilà, et en mieux ou en moins bien, j'en sais rien, mais ça m'a changé. Vous avez dit on ne se sent pas malade quand les autres ne vous regardent pas et ne vous considèrent pas comme un malade. C'est ce que vous avez, vous, expérimenté. Oui, bah maintenant, c'est jamais aussi rigide, mais j'aime bien en fait attirer l'attention sur le fait que la maladie, c'est pas juste le point de vue physiologique de ce qui se passe dans le corps de la personne, c'est aussi sa représentation sociale et comment en fait les gens réagissent vis-à-vis de nous. On peut se sentir très amoindri par le regard de quelqu'un, alors moi, je l'ai assez bien vécu, hein. Ça a été parce que j'ai beaucoup de chance, je suis bien entouré, parce que j'avais aussi la possibilité de me protéger. Je suis resté vraiment beaucoup aussi chez moi et avec des gens assez proches qui me connaissent au-delà de ce qui m'arrive. Mais voilà, c'est clair que le regard des personnes sur nous-mêmes impacte sur comment on se vit nous-mêmes, comment on veut parler de notre maladie, même l'exprimer, comment on veut le mettre en récit, ça va vraiment dépendre des attentes des gens autour. Est-ce que vous avez douté à un moment donné de votre capacité à rester un sportif de haut niveau? Et est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous avez pu penser que votre carrière ne pourrait pas redémarrer Ah oui, et c'est toujours le cas, hein. Ça, il ne faut pas... clairement, en fait, pour refaire un peu la chronologie, quand j'ai appris en septembre, donc la première chose, en fait tout va très vite, hein. On arrive, je vais faire un examen en me disant bon voilà, ce sera peut-être un kyste, ou on espère que ça... et puis après on voit l'urologue, très vite ça vire dramatique et on apprend on va se faire opérer 2 jours après, quoi. Donc et donc la première réaction c'est mince pour les JO. Donc ça c'est vraiment le premier réflexe que j'ai eu. Et puis après ça, j'ai réfléchi, puis c'est un peu que j'ai digéré l'info, je me suis dit mais en fait c'est beaucoup plus grave. Là je vais peut-être mourir en fait. Et puis là d'un coup cet objectif pour les JO ça a plus beaucoup d'importance. Et donc au début j'ai vraiment renoncé assez vite à ça. Je me suis dit non, ça c'est bon, c'est plus. Et puis bon, quand on arrive en contact avec les proches aussi, on se rend très vite compte qu'en fait l'enjeu il est plus du tout le même. Et c'est seulement après, je me suis dit, ah tiens, en fait, non, c'est peut-être pas fini pour le haut niveau, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas prévoir, beaucoup d'aléatoires. Si j'ai un souci irréversible du traitement, ça, on le saura dans quelques mois. En fait, on ne sait pas prendre des images et savoir déduire maintenant, ça, il faudra du temps. Et donc il y a toujours ce doute. Maintenant, moi, ça me fait plaisir en tout cas, je vois que sur 110 mètres haies, vu ce qui se passe là pour le moment, je pense que je pourrais faire au moins une autre compète où j'en serai satisfait, je vais beaucoup m'amuser, où je vais voir pas mal de gens. Mais pour la suite, revenir au niveau sur 400, là c'est tout autre chose. Ça on verra à partir de septembre, en espérant que tout va bien, déjà que je n'ai pas dû me faire opérer, sinon ça rabat les cartes aussi. Mais à partir de septembre, là on verra si on repart sur 400. J'aurai alors un suivi scientifique, on va faire des tests à l'effort, des évaluations métaboliques, cardiaques, pulmonaires aussi sûrement. On peut s'en passer pour le moment parce que je ne travaille pas pour le 400, mais c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra se dire c'est possible ou pas, pour quand, est-ce que c'est pour Alpol d'Orne ou est-ce que c'est pour un peu plus tard. Ou est-ce que c'est encore plus tard, sachant que 31 ans, donc j'ai pas non plus plusieurs années encore, enfin beaucoup d'années. Donc il y a toujours ce doute, mais ça m'empêche pas d'avancer, de faire mes choses, de m'amuser et tout ça. Comment vous vous positionnez par rapport au fait que ce coup du sort, cette maladie, elle arrive à un moment donné où vous êtes au plus fort de votre carrière? Vous n'avez jamais été aussi fort qu'au moment où ça vous tombe dessus, entre guillemets. Est-ce que c'est encore plus difficile à accepter, entre guillemets, parce que ça vient couper un élan? Au début, oui. Ouais, au début, au moment où ma préoccupation, c'était les JO, je me suis dit,
Parce que, en fait, pour être honnête, on était sur une trajectoire pour préparer un gros coup au JO sur 400 haies et en parallèle sur 4x100, 4x4. Et donc j'ai des références chaque année. Et là, on avait fait des erreurs l'année passée parce qu'on avait tenté certaines choses. Et donc là, on était parti sur un programme qui me semblait presque optimal. Et on était dans des références. Pour être honnête, on rêvait de faire sous 48 ou 48, enfin autour de 48 secondes sur 400 haies. Et c'était possible. Et donc forcément, j'ai l'impression que sur 400 haies, j'aurais jamais vraiment été jusqu'où. Donc ça c'était quand même une frustration, hein, de ne pas avoir vu ce que j'étais capable de faire, pas avoir pu accomplir ce qu'on était en train de faire à l'entraînement. Mais ce sera peut-être possible, hein. On a des beaux exemples en Belgique, hein, avec Thomas van der Platten notamment, qu'on sait récupérer de cette maladie si tout va bien. Donc pourquoi pas, mais voilà, mais j'avoue que ça, même si c'est un truc important, ça reste subordonné à ma rémission complète. Là, je suis plus inquiet sur le fait d'éviter une opération, qui est quand même une opération relativement lourde, hein, qui peut avoir des complications pour le reste de ma vie et tout ça. Donc j'ai d'abord envie de terminer en bonne santé qu'accomplir cet objectif là dans le sport qui au final, même si c'est un truc crucial pour moi, qui est une obsession, ça reste une petite partie de ma vie. Et il y a d'autres choses importantes aussi. Dites-moi si la question est trop intime, mais est-ce que le fait de vouloir à terme peut-être un jour être père, c'est quelque chose qui reste possible ou pas? Ou est-ce que, si vous souhaitez pas répondre à la question, il n'y a pas de souci évidemment, mais est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie de la réflexion? Oui, alors maintenant il prévoit, on a tous des systèmes de cryopréservation avant qui anticipent. Donc ça veut dire, en fait, avec les bon, ça me dérange pas de répondre, hein. Pour les chimiothérapies, on a un risque, mais ça reste un risque. On ne devient pas infertile avec une chimio, mais ça peut arriver. Et donc c'est pourquoi il propose justement de faire une cryopréservation du sperme avant de commencer le traitement. Et donc c'est toujours possible. On est en pleine saison là, enfin ça va vraiment s'emballer maintenant. Les potes du 4x4 ont cartonné cet hiver à Glasgow, et puis il va y avoir les championnats du monde de relais, les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques. C'est comment vous estimez que vous allez vivre ces moments importants? Vous allez vivre un peu leur succès, on le souhaite évidemment par procuration, même si on sait que vous restez un membre de l'équipe, même si vous n'êtes pas sur la piste pour le moment. Je pense que je vais le vivre comme cet hiver, c'est-à-dire comme un spectateur exalté qui voit des gens qu'il connaît bien, qui sont proches de lui. Et donc, en tout cas, cet hiver, j'ai très bien vécu. J'étais assez ému, j'ai regardé, que ce soit pour Alexander ou le 4x4. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Et j'étais pas du tout dans une position de concurrents entre guillemets jaloux. Alors on a une bonne entente et ça se passe vraiment très bien dans l'équipe à ce niveau-là. Mais on a beau faire quand on est réserviste ou que potentiellement on pouvait courir, c'est des moments qui peuvent pas être faciles de regarder la course en te disant en fait j'aurais pu être dedans, et on le vit différemment, c'est un peu mitigé, donc on est content, mais en même temps c'est une situation un peu étrange. Et là, c'était pas du tout le cas. Parce qu'en fait, je pense que la maladie m'a sorti complètement du... Enfin, les enjeux sont différents. J'ai été propulsé dans un autre... Voilà, dans tout à fait autre chose. Ce qui me permet de suivre avec une joie complète. Et je souhaite vraiment fort qu'ils fassent quelque chose. Et je suis très heureux de voir qu'ils sont particulièrement forts cette année. Là. Que ce soit ceux qui ont déjà couru, ceux qui n'ont pas encore couru. Étant assez proche aussi des coachs, je suis au courant de beaucoup de choses, de comment ça se passe aux entraînements, de ce que les athlètes me disent aussi. Que ce soit Dylan, Kevin ou Joe, je les vois régulièrement. Ici, Jonathan aussi, il s'entraîne ici, donc je les vois avant qu'ils partent en stage, je les ai vus régulièrement. Jonathan, on a discuté pas mal il n'y a pas si longtemps. Robin, j'étais de temps en temps à Serein aussi, il est venu aussi me voir pendant le traitement. Et donc on a pas mal parlé. C'est des gens dans l'équipe,
ils ont été fort présents quand même pendant mon traitement, donc ça m'a beaucoup touché. Que ce soit Robin, revenir, on a été manger ensemble pendant la moitié de mon traitement, ou voilà, j'ai aussi été manger avec les Borlés, que ce soit avec Christian, Florent ou Alexander aussi. Christian et Alexander, forcément, je les ai moins vus parce qu'ils ne s'entraînent pas par ici, mais ils sont toujours restés en contact, ils m'ont écrit, donc c'était vraiment, vraiment sympa. Vous disiez qu'il y avait des objectifs quand même dans un coin de la tête que vous bâtissiez pour un pic de forme à un moment donné. Donc il y a une date ou une compétition qui est ciblée quand même à un moment donné dans la saison. Oui, bah, vaguement en fait. Donc c'est pas une préparation optimale parce que en gros on peut pas non plus pousser le corps trop loin. On n'a pas non plus tout notre temps. Donc je suis pas en train de reprendre une prépa d'octobre. Donc on fait voilà, on bricole un peu. En gros l'idée ce serait en juillet de pouvoir faire un holo de 400 haies. Pas 400 haies, 110 mètres. 400 haies là j'en mourrais je pense. L'un ou l'autre 110. Alors, si c'est possible de le faire au championnat de Belgique, ben, ce serait sympa. Là, parce qu'on se retrouve avec tous les Belges. Je pourrais voir aussi les gars du 400. Ce serait vraiment important pour moi. Je pense que c'est possible. Peut-être pas faire d'être au max de mon niveau sur 110, mais au moins être capable de faire une bonne course. Maintenant, je vais peut-être faire une sortie plus tôt sur 100 mètres aux interclubs. 4x100 parce que je pense que je peux, c'est pas dangereux par rapport à ce que je sais faire à l'entraînement et puis ça me ferait plaisir d'aider le club et en plus à la maison parce que les interclubs chez nous c'est à Dampicourt cette année, donc si ça va bien, c'est bien parti, je participerai. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Julien? Une bonne santé peut-être et ouais voilà. Est-ce que cette réflexion justement quand on dit aux gens, tant qu'on a la santé, tant qu'on n'est pas malade, entre guillemets, on a l'impression que c'est une réflexion qui veut rien dire. Mais quand on traverse ce que vous avez traversé, on se rend compte qu'en fait, la santé, c'est la base de tout. Est-ce qu'on prend conscience de lieux communs comme ça, qui nous paraissent anodins le reste du temps, mais pas quand vous traversez ce que vous avez vécu? Oui, clairement. Alors, moi, c'est un truc qui m'a intéressé avant. Donc, j'étais déjà sensible à ces questions-là, au fait que, voilà, quand beaucoup de gens parlent de liberté sans se rendre compte que cette liberté, elle est rendue possible par leur santé, par certains privilèges qu'on a aussi de pouvoir être en bonne santé comme ça et d'avoir aussi tout autour pour nous. Et ouais, c'est quand on vit ce handicap, parce que le traitement chimio, c'est vraiment un handicap. On ne sait plus, j'ai dû utiliser des blocs-notes parce que j'oubliais les choses, parce que c'était... et c'est quand on est dans cette situation-là qu'on devient aussi plus empathique peut-être. Les personnes qui sont en situation de handicap chronique, qui sont toute leur vie comme ça. Et on y pense. Et c'est un truc, c'est vrai que quand on ne le vit pas, qu'on n'a jamais vraiment eu, qu'on n'est jamais vraiment tombé malade ou eu d'autres problèmes, on ne se rend pas forcément compte. On a ce genre de biais et on ne comprend pas forcément les gens qui se plaignent. Et voilà, et ça a été particulièrement le cas, par exemple, pour prendre un événement récent avec la pandémie. On a eu beaucoup de personnes qui ont souffert de Covid long, par exemple, et qui vivent maintenant avec des handicaps. Et c'est vraiment quelque chose qui a été complètement... voilà, les gens qui s'en ont sortis sans séquelles, ils ne se rendent pas du tout compte de ce genre de vie qu'on peut mener après de ce genre de handicap. Merci beaucoup, Julien. Plaisir.